garder des vivres frais, comment faire? Alors, il a l'idée d'emporter l'aliment qu'utilisent les gens en Europe centrale qui ont des longues périodes d'hiver où ils n'ont pas de légumes verts. N'oublions pas que la science des primeurs, la science du transport des légumes frais et la science des conserves n'existent pas. Et qu'à cette époque-là, eh bien, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en hiver, on n'a pas de légumes verts. Il faut attendre le printemps. Alors qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, on mange de la choucroute. Il embarque de la choucroute à bord, et quand il veut le faire manger aux hommes, au début, ils n'en veulent pas. Il faut que les officiers en mangent. Alors quand on voit que les officiers en mangent, non seulement les matelots en réclament, mais on se dispute pour la choucroute, et il n'y aura pas une seule atteinte de scorbut pendant le voyage qui va conduire l'Endeavour de Plymouth à Tahiti. Arrivé à Tahiti, avant d'arriver à Tahiti, en fait, Cook a très peur de perdre ses hommes. Il les a sauvés du scorbut. Il voudrait bien les sauver d'une maladie célèbre à Tahiti et qui est transmise par les femmes, la syphilis. À l'époque, on dit la vérole. Tahiti avait mauvaise réputation. Les hommes, bien sûr, qui venaient de naviguer pendant longtemps, étaient affamés d'amour et ils avaient décrit, Bougainville avait décrit les femmes de Tahiti comme étant admirables et de mœurs fort faciles. Et à bord du bateau de Cook, il y a 2 matelots anglais qui ont été dans le temps à Tahiti avec un bateau, le Dolphin, et qui ont raconté que leurs camarades avaient attrapé là-bas la vérole. Alors, Cook met en garde ses matelots du mal français. Eh oui, à l'époque, on se rejette le mal. Le mal français, disent les Italiens et les Anglais. Le mal italien, disent les Français. Enfin, on se rejette l'origine. Cook, lui, prétend que c'est les Français qui l'ont apporté là-bas. Oh, il donne une raison peu valable. Il dit la preuve, c'est qu'après que Bougainville soit passé, on en a parlé. Après que le Dolphin soit passé, c'est-à-dire avant Bougainville, on n'en a pas parlé. L'argument est spécieux et il peut fort bien que ce soit n'importe quel matelot d'Europe qui ait apporté la syphilis à Tahiti, si même les Tahitiens ne l'avaient pas attrapé au cours de leurs nombreux voyages. En tout cas, à Tahiti, c'est la paix et on commence à faire les mesures d'astronomie. On va rater le rendez-vous avec Vénus. On n'avait pas pensé que quand Vénus va passer devant le Soleil, eh bien, on va être tellement ébloui par le Soleil qu'on ne verra rien. Et la mission principale de Cook échoue. Il ne verra pas Vénus. Alors, il se consacre à une mission d'amitié. Il va rechercher l'encre que Bougainville a perdue. Il va retrouver cette encre, et cette encre, il va la ramener en Angleterre, et il offrira de la rendre à Bougainville. Quel merveilleux signe de paix entre les 2 nations que ces 2 explorateurs qui sont passés à des années de distance au même endroit et dont l'un va rendre l'encre à l'autre alors qu'on vient de se faire une guerre assez inexpiable et qu'on est au seuil d'une nouvelle guerre, celle la guerre d'Amérique, qui elle aussi ne sera pas une guerre où on se fera des cadeaux. La première mission a échoué, eh bien il va essayer d'accomplir la seconde. Il va chercher ce continent. Alors, il descend vers la Nouvelle-Zélande. De Tahiti, où il est arrivé en passant le Cap Horn, il va descendre vers la Nouvelle-Zélande. Il va s'installer dans une baie que Tasman avait décrit avant lui, qu'il appelle la baie de la Reine Charlotte. Tasman, le grand navigateur, avait auparavant décrit la Nouvelle-Zélande comme une grande île se resserrant en son milieu. Et il pensait que là, entre les 2 parties, nord et sud de cette grande île, il y avait une grande baie, une espèce de grand fjord. Cook va aller plus loin. Il ne va pas se contenter des affirmations de Tasman et il s'avance dans le fjord. Le fjord est large. Il a plusieurs dizaines de kilomètres. Et ça n'est pas un fjord. C'est un passage. C'est un détroit. Cook a découvert que la Nouvelle-Zélande était composée de 2 îles, une île nord et une île sud, et il commence en détail l'exploration des côtes de la Nouvelle-Zélande. Il en laissera d'ailleurs une admirable carte d'une clarté extraordinaire qui montre les progrès étonnants
de la cartographie à cette époque. En Nouvelle-Zélande, les Maoris avaient mauvaise réputation. Il a été accueilli, ma foi, assez bien. Assez bien seulement parce qu'il avait eu des prédécesseurs et que les prédécesseurs s'étaient quelquefois mal conduits. Mais vite, les indigènes se sont aperçus que ce capitaine-là n'était pas comme les autres et ils lui ont fait bon accueil. Il repart de Nouvelle-Zélande après en avoir fait le tour et il va vers l'Australie. On sait bien à ce moment-là que l'Australie n'est pas le continent central du Pacifique. On sait qu'on discute encore pour le continent central du Pacifique. Certains disent qu'il a dû exister dans le temps, faisant pendant à l'Atlantide et qu'il a disparu en même temps que l'Atlantide. C'est le continent de Mu, cher aux gens qui croient au miracle, car je pense qu'on ne peut pas attribuer la présence des îles du Pacifique à l'effondrement d'un ancien continent. En tout cas, il continue vers l'Australie et il arrive dans une baie qu'il trouve tellement riche en végétation qu'il l'appelle la baie botanique, Botany Bay. À Botany Bay, il continue ce qu'il avait déjà commencé à la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire les rapports amicaux avec les indigènes. Pendant tout le temps des voyages de Cook, on sera frappé de l'humanité que Cook va montrer vis-à-vis des indigènes. À Botany Bay, en Australie, c'est vraiment l'euphorie. On l'accueille à bras ouverts, mais d'autres que lui avant, ayant mal été accueillis, il ne veut pas risquer la vie de ses hommes et il descend seul. Et c'est seulement quand il a débarqué qu'on lui a démontré par des cadeaux, par des témoignages d'affection, l'amitié qu'on lui porte, qu'il fait signe à son navire qu'on peut envoyer les hommes qui vont l'accompagner. Geste tout à fait rare à l'époque. En général, les chefs envoyaient une pirogue débroussailler, voir si ça se passait bien, et puis ils descendaient seulement après. Cook est descendu seul le premier, et les autres l'ont suivi. Il va remonter le long de la côte de l'Australie. Il ne cherche plus à ce moment-là le continent. Il pense qu'il reviendra le chercher une autre fois. Il pense surtout qu'il n'existe pas. Il aura des difficultés à Londres à cause de ça, mais enfin, il pense que le continent n'existe pas. Et il remonte la côte est de l'Australie pour voir s'il y a vraiment, entre Nouvelle-Guinée et Australie, il y a vraiment un passage. Le marquis de Torres avait bien décrit un passage qu'il avait appelé le détroit de Torres, mais enfin, c'était des on-dit. Il n'y avait pas eu de carte, il n'y avait pas eu de détails. Alors, on y va un peu à l'aveuglette, et tellement à l'aveuglette que là encore, Cook paye de sa personne. Lorsqu'il s'engage dans ce détroit, qui est toujours un détroit terrible à cause des bancs de coraux et du courant considérable qui défile, il met une embarcation à la mer et il précède ses navires pour leur faire signe que le passage est ou non ouvert. Il passe le détroit de Torres et il va arriver à Batavia. Batavia. L'escale catastrophique. Jusque-là, tout le monde s'est bien porté à bord des bateaux. Il n'y a pas eu de scorbut, il ne semble pas qu'il y ait trop de syphilis, il semble que tous ces hommes se portent bien. En tout cas, il n'y a pas eu un mort, il n'y a pas eu un malade déclaré. Et voilà qu'à Batavia, tout commence à aller mal. Les hommes débarquent et c'est à terre qu'ils attrapent des maladies. Paludisme, fièvre typhoïde, que sait-on? En tout cas, les hommes commencent à mourir, mais vraiment comme des mouches. Il en perd au début 13, puis il en perdra de nouveau 12. Enfin vraiment, c'est une fin catastrophique pour une expédition qui s'était si merveilleusement déroulée. Finalement, avec son meilleur lieutenant, lorsqu'il va revenir à Plymouth, lorsqu'il va rentrer son tour du monde accompli, mission ratée bien sûr, il n'a pas vu Vénus. Mission ratée, bien sûr. Il n'a pas trouvé le continent recherché. Mais que de découvertes, que de précisions. La Nouvelle-Zélande complètement explorée. Le détroit de Torres ouvert pour toujours à la navigation future. Il va rentrer avec un équipage qui aura perdu 30 hommes. Mais Cook, le capitaine, le commandant, n'a pas démérité. Il a vraiment mené son expédition de main de maître. Bien sûr, il y a eu des incidents. Il s'est échoué une fois
sur la côte australienne. Mais enfin, on a réussi en enlevant tout ce qui pesait à le déhaler. Non, il a été un grand capitaine, un grand navigateur. Et Cook arrive en Angleterre auréolé de gloire. Banks, bien sûr, participe à cette gloire et bien qu'il n'ait pas beaucoup fait parler de lui pendant ce voyage, sinon par quelques extravagances, on associe les deux hommes au triomphe. Un homme est furieux. C'est ce brave Dalrymple qui était convaincu qu'il y avait le continent. On ne l'a pas trouvé, son continent. Or, il reste convaincu que ce continent est là et il proteste que tout ce que racontent les navigateurs sont des mensonges, que ce qu'ils décrivent, on le savait parfaitement auparavant. Par conséquent, il y a tout de même une note discordante. C'est au fond la grande discussion entre les passéistes et le progrès. Le progrès, ce sont les découvreurs. C'est Cook, c'est Banks à ce moment-là. Et le passé, eh bien, c'est Dalrymple qui croit encore à une géographie imaginaire au lieu de se baser sur les faits. Alors, on propose à Cook de rester à terre. Il prend du grade dans la marine, il devient capitaine de frégate, il pourrait rester dans la marine royale et pour l'instant, ma foi, c'est assez reposant. Son 5e enfant naît au moment où il se prépare à partir, cette fois-ci avec 2 navires, la Resolution et l'Adventure. La Resolution sera commandée par lui-même et l'Adventure sera commandée par un capitaine, probablement d'origine française, le capitaine Furneaux.